L'an dernier, je vous ai présenté la Super Pocket en vidéo et j'ai été très surpris que ça ait eu autant de succès, surtout pour un produit aussi niche. Je vous avais dit que si je découvrais de nouvelles chouettes cartouches Evercade, je vous les montrerais. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va surtout parler de jeux. Donc si vous connaissez pas la console, il est pas encore trop tard pour aller regarder ma vidéo dédiée de l'an dernier, parce que je veux pas tout répéter. Très rapidement, la Super Pocket, c'est une console portable récente, sortie en 2023, même si là, il y a quelques semaines, ils ont sorti de nouvelles couleurs. Et elle fonctionne avec des jeux sur cartouche. Elle peut lire des compilations de vieux classiques, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je cherche, c'est du jeu indépendant récent des années 2020. Et il y en a pas mal sur cette machine. C'est juste qu'ils sont pas en 3D, parce qu'elle est pas très puissante. Mais ça lui confère une ludothèque atypique, qui a son propre style. Donc tu vis des expériences différentes de ce que t'as l'habitude de jouer sur Switch ou Steam Deck. Et moi, plus je creuse dans le gaming, plus je vois tout ce qui se ressemble, et plus je valorise la différence. Donc c'est toujours pas une vidéo sponsorisée, je m'y intéresse parce que ça correspond à une nouvelle façon de consommer du jeu vidéo récent. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai essayé pourtant de les contacter pour essayer de choper quelques cartouches gratos. Mais rien à faire, c'est des rats qui répondent pas. Mais leur console est chouette, donc j'en parle quand même. Ce que j'aime avec la Super Pocket, c'est que c'est sa propre console. C'est pas une énième machine d'émulation chinoise dans laquelle tu mets des ROM. Du coup, c'est moins versatile. Les cartouches sont sous licence officielle. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas cher. Une cartouche avec boîte et notice, c'est 20€ neuf. Et la console, je l'ai trouvée plusieurs fois en promo autour de 45€. Donc c'est assez accessible si t'es curieux. Forcément, à ce prix-là, technologiquement, ça fait pas des folies. Mais c'est ça qui est marrant. Quel plaisir d'avoir un écran de la taille de ceux de la DS Lite, qui pèse pas 2 tonnes, que tu peux emmener partout. J'ai eu une période où la console que j'amenais dans mes voyages, c'était la PSP Go. Je la sortais entre 2 stations de métro, toujours dans la poche intérieure de mon manteau, alors que j'avais la Switch. Mais elle restait chez moi. Celle-là était plus pratique à transporter et j'avais plein de jeux PSP à faire sur ma liste. Puis à une autre période, c'est la Game Boy Micro qui me suivait partout. Elle était encore plus compacte. Bah cette année, c'est la Super Pocket que j'ai privilégiée. Je la mets dans la même catégorie des petites consoles nomades facilement transportables. Sauf que dessus, je joue à du récent. D'accord, c'est pas en HD, mais y a pas besoin de plus quand tu fais des jeux en pixel art. Ça fait que chaque pixel peut correspondre exactement à la densité de pixels de ton écran. Donc ça reste joli. Et en plus, c'est en 4 tiers pour renforcer le côté rétro. Ça aussi, ça la distingue de tous les appareils 16 neuvième récents, qui préfèrent mettre des bandes noires sur les côtés. Maintenant que j'ai bien joué, j'ai une dizaine de jeux récents à vous présenter. Vous allez voir, niveau graphisme, ça va monter crescendo. D'abord du 8 bits bateau, mais après je vous rassure, ça devient beau. Restez jusqu'à la fin. Alloise Awakening, c'est sorti en 2022, mais c'est la version complete, en quelque sorte, d'un jeu sorti sur Steam en 2017. C'est ce qu'on appelle plus communément un Metroidvania, mais c'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, c'est plus un jeu d'action-aventure vu de côté. C'est mignon, le gameplay est simple et efficace. C'est comme ça qu'on se rappelle des jeux 8 bits de la NES. Mais la vérité, c'est que c'est bien plus moderne en termes de prise en main. Et la gestion de la difficulté est mieux maîtrisée. C'est drôle de se dire qu'aujourd'hui, je vous le présente comme un bon petit jeu, qui dure une dizaine d'heures quand même, mais si on avait eu exactement ce jeu-là sur NES dans les années 80, il serait clairement dans tous les tops de la console. En plus, les musiques sont très chouettes, rythmées et mélodiques. Sur la même cartouche, on trouve aussi un autre jeu, Cathedral. Et lui c'est marrant, au lancement de la Super Pocket, c'était le seul jeu Evercade qui était pas compatible. Pourquoi ? Eh ben je vais vous expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des jeux indés sur cette machine, ils ont été développés sur la base d'une console rétro spécifique, pour s'aligner sur ses restrictions hardware. Et sur Evercade ou Super Pocket, c'est un émulateur qui permet de les lancer. Alloise Awakening, il tourne sur un émulateur NES. Donc il n'utilise pas plus de boutons que ce qu'on trouve sur la manette NES justement. Or, Cathedral, en 2022, c'était le premier jeu qui a été développé nativement pour les consoles Evercade. Donc pas d'émulation, et pas de save state non plus. Mais résultat, il peut davantage utiliser les capacités de la console et ses boutons additionnels, comme R1 et R2 à l'arrière pour des raccourcis dans les menus. Tout ça c'est bien beau, mais résultat, il y avait un problème de compatibilité sur Super Pocket en 2023. Ils avaient promis une mise à jour, et elle est arrivée en 2024. Seulement il n'y a pas de Wi-Fi sur cette machine à 40 balles, donc fallait télécharger un logiciel sur PC, brancher sa console en USB et lancer le programme. J'avais l'impression de la hacker, mais non, c'est la procédure officielle. Et maintenant, Cathedral marche. Ça tombe bien, c'est devenu un de mes jeux Evercade préférés. C'est grosso modo le même style de jeu que Alloise Awakening que je viens de vous présenter, mais Cathedral est plus nerveux dans son maniement. C'est plus speed, même les musiques sont plus speed, et toujours très cool. Décidément, ils font plaisir sur la bande son ces jeux récents.
Au début t'as un biais quand t'as payé à peine 20 balles pour une cartouche neuve avec 2 jeux, tu te dis que ça va être que des jeux low cost qui se finissent en 1 heure, mais pas du tout. Cathédrale, il est très complet. Contrairement à la prochaine cartouche qu'on va passer en revue tout de suite. Mega Cat Studio Collection 1. Celle-ci elle a 10 jeux, mais j'étais déçu. La plupart c'est un peu de la merde. C'est des clones de jeux qui existaient déjà il y a 40 ans, et même à l'époque, ils auraient pas surpassé leur modèle. Donc quel intérêt de mobiliser des ressources pour faire ça à notre époque? Mais j'ai quand même réussi à isoler 2 jeux au-dessus du reste. Old Towers, un jeu d'adresse casse-tête. On quitte enfin le monde des 8 bits, c'est agréable, c'est coloré, ça bouge bien. En plus musicalement, il y a toujours des sonorités rétro sympas. Les niveaux s'enchaînent vite au début, mais après faut être préparé à réfléchir pour compléter chaque tableau. C'est bien, ça change. Ce que j'aime avec ces nouveaux jeux typés rétro, c'est que vu qu'ils adoptent des codes old school en termes de contrôle, ils sont hyper faciles à appréhender contrairement à d'autres jeux récents. Souvent t'as la direction plus 2 boutons. Mais le tout avec un bon level design, donc assez digeste à découvrir en ce qui me concerne. L'autre jeu de la cartouche qui m'a amusé un peu plus longtemps que les autres, c'est Tanzer. Un jeu d'action hyper rapide, ça surprend au début mais ça se contrôle bien. C'est une sorte de shinobi sous coke. T'as une bonne palette de mouvements, tu peux acheter des upgrades entre chaque niveau comme dans Lords of Thunder, et ça sera pas trop vu comment le jeu est chaud. Heureusement qu'il y a les save states sur cet appareil. Ce côté simple et puré marche bien, tu t'améliores progressivement à chaque run. C'est le genre de titre que je me vois bien relancer une fois de temps en temps pour son côté arcade. Mais à 20€ la compile, même pour 10 jeux ça reste cher. Vu que même gratuit tu jouerais jamais à 90% d'entre eux. Heureusement il y a une autre compile de jeux indés qui vient sauver la mise. Indie Heroes Collection 1. Là c'est cool, il y a plus de variété parce que tout vient pas du même studio. Avec Chain Break, on retourne sur 8 bits mais dans un style Game Boy donc ça change quand même un peu. C'est tout simple comme concept, mais de mémoire c'est pas un gameplay que j'ai déjà vu sur Game Boy. Un runner, mais pas mobile, où faut aussi prendre en compte la profondeur. Ça vend peut-être pas du rêve comme ça, mais c'est frais dans le catalogue Evercade. C'est très jouable, le level design est pas mal, il y a plein de niveaux, bonne surprise. Dedeus, rien à voir, c'est plutôt un jeu d'ambiance, qui, sous ses traits mignons pouvant rappeler les sprites de Zelda ou Pokémon, cache en fait des thèmes plus proches de l'horreur. Ça pourrait sembler incompatible, mais c'est justement le minimalisme de la présentation qui laisse ton imagination faire le reste. Un peu comme dans un livre. Et vous le savez, l'imagination peut souvent être plus angoissante qu'une vraie image réaliste. C'est un jeu d'aventure dans lequel on aurait enlevé toute dimension combat. Donc tu parcours la zone en quête d'objets ou de PNJ à qui parler. C'est un jeu court, mais il y a plusieurs fins en fonction des objectifs que t'accomplis. C'est étonnant comme proposition. Je prends. Foxyland, ça brise moins les codes. Un platformer collectaton à mascotte. J'aime bien retourner sur des visuels 16 bits. Il y a un double saut donc c'est assez agréable à contrôler. Les niveaux en tirent parti, le level design évolue. C'est pas le jeu du siècle, mais il m'a occupé un temps. Et mine de rien, j'en ai pas encore fait tant que ça, des purs platformers sur cette console. C'était surtout des jeux d'action. On retourne sur Game Boy, avec Quest Arrest. Ça se présente comme un RPG où tu contrôles un policier dans une ville. Et j'adore le look des combats calqués sur Pokémon. Sauf que tes attaques c'est des trucs de flics, genre spray au poivre, taser. Et comme dans Pokémon, faut affaiblir le suspect avant de pouvoir l'arrêter. Et si tu le tues par erreur, tu perds des points de crédibilité. Et c'est tout, c'est pas un vrai RPG où tu recruterais des voyous dans ton équipe. Mais comme setup, c'est original. J'imaginerais pas ça sortir dans les années 90. C'est un petit jeu sympathique. Mais c'est pas Undertale, hein. On passe à la Game Boy Advance avec Anguna Warriors of Virtue. Qui aurait pu tout avoir pour me plaire. Un jeu d'action-aventure à la Zelda, mais c'est un peu trop cheap. Je rappelle qu'en théorie, là on est sur une 32 bits. Et ce que j'aime bien dans ces jeux récents typés rétro, c'est quand ils arrivent à surpasser des jeux de l'époque qu'ils imitent. Or là, Anguna, même à la sortie de la GBA, il se serait pris des sales notes. Dans le design, on dirait à peine un action-adventure de la Master System. En pas ouf, parce que la construction du monde et des donjons est inintéressante au possible. Mais réjouissez-vous, on passe à l'une des meilleures cartouches Evercade à l'heure actuelle. Demons of Asterborg et Aster Bros. Le premier est sorti en 2021 sur Steam, Switch, Mega Drive, etc. Et en 2023 dans son édition qui nous intéresse aujourd'hui. Oui, vous avez entendu, c'est un jeu Mega Drive. Mais là, on est sur du triple A de la Mega Drive. Quand tu sors de la compile des jeux Mega Cats, tu te bouffes une baffe. Regardez-moi ces animations, c'est de toute beauté. Parfois, ils tentent même des petits effets de 3D. Les musiques à la Castlevania sont trop cool, et dans l'esprit, ça rappelle un peu la philosophie des premiers Castlevania, dans le sens où c'est pas un jeu labyrinthique, c'est un pur action platformer linéaire. Et c'est très bien. Tous les jeux n'ont pas besoin d'être des RPG. Le level design est pas mal, plus proche de ce qui sortirait aujourd'hui qu'à l'époque. Mais alors il y a du challenge, hein. Notamment sur les boss. Faut s'accrocher et c'est peut-être ce qui pourra en rebuter plus d'un. L'autre jeu c'est Aster Bros. Et lui, il est sorti l'an dernier sur toutes les machines, y compris Evercade. Dans le concept, ça n'a rien d'un jeu Mega Drive des années 90.
parce qu'on est sur un roguelike, qui reprend plusieurs éléments du jeu précédent dans son gameplay, mais dans la construction de ces zones, c'est généré de manière procédurale. On meurt facilement, on recommence, on se donne des boosts entre chaque run, vous connaissez. Le twist, c'est qu'en théorie, tu peux y jouer en multi, mais pour ça, faut jouer sur une autre plateforme. La Super Pocket le permet pas. Mais je vous rassure, même en solo, c'est sympa. Il y a plusieurs persos pour varier le gameplay. Je pense que mon préféré c'est le mage, qui peut attaquer à distance. Ai-je besoin de préciser qu'encore une fois les musiques sont une réussite? Vous allez penser que j'aime tout, mais non, vraiment, dans cette vidéo, il y a trop de jeux avec une chouette bande-son. Et je pense que je vous en ai dit suffisamment pour qu'à ce stade vous sachiez si c'est un jeu pour vous ou pas. Moi je pense qu'à terme, je préfère quand même des jeux d'action plus linéaires comme Demons of Asterborg. Bon, ça vaudra pas une PS5 Pro dans l'esprit de la majorité des gamers, mais c'est 20 fois moins cher. C'est une petite console originale et rigolote sur laquelle j'ai aimé passer quelques heures. Et c'est pas impossible que je vous en reparle si je me reprends quelques cartouches supplémentaires. Vous connaissiez Evercade? Vous en avez une? Et si oui, est-ce que vous auriez des jeux à me recommander?